Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tech with Fabrice. Ici, on parle de technologie, on parle principalement d'informatique, mais aussi, on peut aussi parler de toutes les méthodologies de management qu'on peut retrouver en entreprise, comme l'agilité, le Scrum, etc. Donc aujourd'hui, on va continuer dans notre playlist Comprendre DevOps ou qu'est-ce que le DevOps, et on va parler d'un autre aspect technique du DevOps qui est l'automatisation. Donc, on va commencer par une définition, puis je vais vous présenter les objectifs de l'automatisation dans DevOps, l'automatisation dans le processus CI/CD, l'automatisation dans l'infrastructure as code, l'automatisation dans le monitoring, et après on fera un résumé ou une conclusion. Définition. Alors, c'est quoi l'automatisation dans DevOps? Déjà, pour rappel, automatiser, ça veut dire réduire les tâches manuelles ou regrouper les tâches manuelles dans un fichier, donc comment elles sont faites, et les laisser s'exécuter par un script ou alors par une machine ou alors par un robot. Donc c'est regrouper les tâches manuelles et les faire s'exécuter automatiquement. Dans DevOps, l'automatisation permet de réduire les erreurs humaines, d'accélérer les processus et d'assurer la cohérence dans les déploiements et la gestion de l'infrastructure. Donc pour rappel, on avait vu que DevOps, c'était automatiser les tâches, améliorer les délais de livraison. Et quand on dit délai de livraison, c'est délai de livraison dans des environnements de production. Et si on dit environnement de production, on voit les serveurs. Il y a quoi sur les serveurs? Qu'est-ce qu'on livre? Ce sont les applications. C'est pour ça que je rappelle toujours des termes comme infrastructure, serveur et application. Donc ce sont des termes inévitables quand on parle de DevOps. Bien, objectif de l'automatisation. Du coup, les objectifs de DevOps, pardon, de l'automatisation dans DevOps, c'est premièrement améliorer l'efficacité des équipes, accélérer le time to market, assurer la scalabilité et c'est aussi la fiabilité des systèmes. Pourquoi améliorer l'efficacité des équipes? Améliorer l'efficacité des équipes rejoint un peu fiabilité des systèmes et ces deux éléments-là sont juste liés au fait que lorsqu'on automatise les tâches, on prend la peine de tester une première fois si l'automatisation est bonne et après du coup les tâches ne sont plus faites à la main et ainsi on réduit les erreurs. Accélérer le time to market, c'est juste parce que quand on automatise, on va plus vite et assurer la scalabilité. C'est par exemple dans le cadre de l'infrastructure as code ou quand on automatise par exemple la création d'un serveur, on peut juste variabiliser et dire qu'on veut faire la même chose pour plusieurs serveurs et là on a plusieurs serveurs de créer à la fois. Scaler, c'est augmenter la taille des ressources. Donc du coup, ici, je considère que la ressource, c'est un serveur, donc c'est ça que je dis augmenter la taille des ressources. L'automatisation dans le processus CI/CD. Alors, on avait déjà vu ce schéma-ci, et du coup, on s'était dit que dans le processus d'intégration d'une nouvelle fonctionnalité d'une application, on pouvait avoir le pull, donc télécharger le projet sur notre ordinateur, le build du projet, on pouvait avoir le test et l'évaluation de la qualité. Donc, ces trois étapes-ci, c'était pour rappel de packager le projet, tester, donc voir si le résultat final, si c'est une application qui est censée faire un Hello World, voir si le résultat final correspond à ce qui était attendu, évaluer la qualité si tu avais des outils comme Sonar. Donc, toutes ces étapes-là, on peut les regrouper dans un fichier et du coup, on appelait ces fichiers-là les pipelines. Donc, on avait vu ça dans la partie qu'est-ce que CI/CD. Donc, c'est de l'automatisation juste parce qu'on regroupe, vous voyez, les tâches qui peuvent être faites séparément dans un fichier pipeline ou job si vous êtes sur Jenkins par exemple. Donc, pour rappel, juste, c'est ça l'automatisation dans le CI/CD. Pareil pour la partie déploiement, on peut automatiser toutes les étapes de la CI pour commencer et les étapes de la CI/CD, donc la connexion au serveur de déploiement, le téléchargement de l'image de l'appli qu'on a créé précédemment, si vous vous souvenez du schéma avec Docker ici et qu'on a poussé sur Docker Hub et la création d'un conteneur à partir de l'image. Donc tout ça, toutes ces étapes-là pouvaient être regroupées dans des fichiers de CI/CD et être exécutées automatiquement juste parce que manuellement on lance le job, la pipeline se déclenche, le code est récupéré sur GitHub, il est testé, il est envoyé sur Docker Hub
Et après, il peut être déployé en environnement de production. Toutes ces étapes-là peuvent être regroupées. Et du coup, ça, c'est de l'automatisation, même si c'est du CI/CD. Ça reste de l'automatisation. Donc, l'automatisation devient bel et bien dans le CI/CD. Et pour rappel, les outils qui peuvent être utilisés sont Jenkins et GitLab CI. Jenkins a l'avantage d'être open source, mais son langage est un peu plus complexe, c'est du Groovy, que par exemple YAML dans GitLab CI. L'avantage de GitLab CI, c'est qu'il est directement intégré à GitLab et du coup, il est plus facile d'utilisation que Jenkins. Jenkins qui a beaucoup de paramètres, qui a beaucoup de plugins. Un plugin étant un logiciel qui permet d'ajouter des fonctions supplémentaires. Par exemple, dans votre pipeline, vous avez envie d'utiliser Docker. Sur votre compte Jenkins, il faudra télécharger le plugin Docker. Et ainsi, dans votre pipeline, vous pourrez utiliser des commandes comme Docker exec pour vous connecter à un conteneur ou bien créer un conteneur directement à partir de votre pipeline. Donc, ça, je pense que c'est très clair parce qu'on a déjà vu ce que c'était que le CI/CD sur cette chaîne. On passe à l'automatisation dans l'IAC. L'IAC, c'est l'infrastructure as code. Et pareil, on peut automatiser la création des serveurs. Donc, on met un programme d'infrastructure as code qui peut être par exemple Terraform. C'est l'outil d'IAC le plus utilisé. On donne tous les paramètres qu'on veut. On veut créer un serveur, on veut créer 2 serveurs d'image, par exemple Ubuntu, de 5 Go de RAM. On donne tous les paramètres. On a juste à faire Terraform init, Terraform plan, Terraform... j'ai oublié la commande, mais en fait, on peut, à partir de commandes, du coup, Terraform apply, pardon, voilà. Terraform apply, on peut faire exécuter le programme qui va, du coup, par exemple, sur du cloud AWS, créer toute votre infrastructure, l'ensemble des serveurs que vous avez décrits, et même des bases de données, et même du sous-réseau dans lequel il doit être créé. On peut les créer sur du cloud, on peut les créer sur AWS, sur Azure, dans tous les types d'environnements que vous voulez. Pareil, pour les applications, on peut automatiser l'installation d'applications, mais cette fois-là, ce qu'on va mettre dans le programme approprié, ce ne sera pas les étapes de création d'un serveur, mais les étapes d'installation d'une application. Et ça se fait avec Ansible. Dans la suite, par exemple, vous pouvez voir, j'ai rappelé Terraform est utilisé pour automatiser la création des infrastructures et Ansible pour automatiser l'installation des applications sur l'infrastructure. Donc, toutes ces technologies-là, on va les voir, on aura des playlists sur ces chaînes pour voir en détail ce qu'elles font, comment est-ce qu'on les utilise et des démos, des petits projets. Ensuite, l'automatisation intervient aussi dans le monitoring et c'est ça qu'on va un peu plus détailler ici parce qu'on n'avait pas vu. Donc, j'ai fait un schéma. J'ai rappelé l'exemple de la cuisine et du restaurant que j'aime bien. Donc, on a le cuisinier à gauche, le restaurant à droite. On se demande comment faire pour répondre à toutes les commandes. En combien de temps est-ce qu'on sait les clients? Quel type de client commande par exemple du café? On veut se servir par exemple des données pour créer des KPI, des indicateurs de performance clés en fait. On veut savoir combien de clients ont laissé des pourboires et en fonction par exemple de ce qu'ils ont mangé, on peut se dire si tous ceux qui mangent de la viande laissent un pourboire, ça veut dire qu'il faut peut-être plus de viande, plus de plats à base de viande dans notre restaurant. Donc, on peut se servir des data collectées comme ça pour faire des prévisions. Donc ça, c'était un peu le monitoring. Pourquoi je reviens sur le monitoring? Parce qu'en fait, il faut pouvoir récupérer ces infos. Et pour récupérer ces infos en temps réel, il faut pouvoir automatiser ou écrire des requêtes ou écrire des mini-programmes qui récupèrent les infos qu'on veut. Donc, pour répondre à ces questions, j'avais mis solution potentielle, avoir un outil de validation de commande, un chronomètre, un formulaire. Et à partir des données qu'on a récupérées, on pouvait savoir le nombre de commandes qui sont traitées, le nombre de plats servis, le nombre de temps qu'on prend pour servir un plat, le nombre de temps qu'on prend pour servir une boisson. Mais en gros, comment ces informations peuvent arriver là? Dans le monde de la data, je ne sais pas comment je peux écrire, tu peux dire ça, la data ops ou de la data engineering, on a des outils qui automatisent la récupération. Il y a des outils qui vont de pair comme ELK, la stack ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana. Elasticsearch, c'est de base de données. Logstash, c'est l'outil qui va aller récupérer l'information sur les serveurs ou dans chaque application. Et Kibana, c'est l'outil qui va afficher les dashboards. Donc Kibana va jouer le rôle de cette partie-ci. Du coup,
Qu'est-ce qu'on peut mettre, par exemple, dans un fichier Logstash, ou même il y a des fichiers qui se mettent dans Elasticsearch pour pouvoir récupérer dans les logs, donc dans le journal d'activité d'une application, les informations qu'on veut. Donc, à quoi ça ressemble un peu ces programmes-là? Je suis venu sur la page d'Elasticsearch pour vous montrer un exemple ici. Là, par exemple, on a des logs ici qui disent, par exemple, le 1er août à 7h6, 22h15, cette machine-ci ABC, hostname, a utilisé le protocole TCP. Comment on récupère ça? En fait, il faut réussir à utiliser des patterns, donc des modèles pour récupérer des données, des groupes patterns, et il faut réussir en fait à variabiliser les éléments qu'on souhaite récupérer. Donc là, ça fonctionne comment? En fait, à gauche, on a le type d'élément ou le type d'objet, et à droite, on donne le nom qu'on veut, comme dans une variable. Donc ça permet par exemple, là il parse correctement tout le message. TCP c'est une chaîne de caractères, donc c'est le type Word. Timestamp c'est juste parce que c'est le type tank. Et il faut pouvoir chercher sur internet et utiliser des pages comme group pattern. Il faut pouvoir rechercher et trouver des pages qui permettent de générer automatiquement des patterns pour apprendre à parser les logs, pour apprendre à parser les patterns. Donc ça, par exemple, je pourrais mettre le lien de cette page dans la description de la vidéo. Donc avec cette page là, vous apprenez par exemple que quand vous voyez des jours, c'est du syslog timestamp, et c'est de ça qu'il se sert ici. Là c'est Cisco timestamp, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé, mais en gros c'est de ça qu'il se sert ici pour écrire en gros la formule qui va permettre de lire les logs. Et après, dans le résultat, on a les logs qui sont bien regroupés pour parser correctement le temps, le protocole. Et si je reviens dans notre présentation, une fois que vous avez bien récupéré les éléments avec Logstash, vous les mettez dans Elasticsearch qui sert de base de données. Donc on aura l'occasion de voir aussi une playlist sur ELSK, comment est-ce qu'il s'installe, comment est-ce qu'il peut récupérer les logs d'une application, et comment est-ce que tous ces éléments se connectent entre eux, comment est-ce que ces éléments communiquent, pour ensuite transmettre le reste à Kibana, qui va permettre d'afficher un dashboard, donc une visualisation, pour voir par exemple le nombre de commandes, le nombre de personnes qui ont commandé du café, ceux qui ont laissé du pourboire, c'est 40%, plat consommé 60%, et faire des prévisions ensuite, tracer des dashboards, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça pour l'automatisation. On a vu que l'automatisation pouvait intervenir dans le CI/CD, l'automatisation pouvait intervenir dans l'infrastructure as code et également dans le monitoring. Donc pour résumer, je vous ai fait un beau paragraphe. L'automatisation est présente dans tous les aspects techniques de la culture DevOps. C'est elle qui permet d'accéder à la mise en production, la création des infrastructures, la prise de décision grâce à l'observation des métriques. On peut retenir que l'automatisation est un pilier essentiel de DevOps car elle a une incidence directe sur le time to market et l'amélioration continue. Évident parce que, je répète encore, lorsqu'on automatise les tâches, on réduit les erreurs manuelles, on livre rapidement et on peut prendre des décisions dans la journée ou revoir ce qu'on a fait pour livrer ensuite jusqu'à avoir une version parfaite de notre produit. Donc pour la suite, en fait, je vais essayer de faire une vidéo sur DevOps au complet, donc voir en fait un schéma global sur la partie CI/CD, l'infrastructure, donc comment est-ce que tout ça peut s'emboîter ou comment est-ce que vous pouvez construire votre carrière, tous les éléments qui rentrent, qui sont pris en compte lorsqu'on parle de DevOps, et on pourra faire une conclusion globale sur la présentation de DevOps. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous laisse faire des commentaires et ça nous permettra de décider de ce qu'on voit dans la suite, de décider de quel type de vidéo on peut faire, quel format pour la suite. Merci beaucoup, bonne soirée.